Vous les avez peut-être connus sous un autre nom si vous avez déjà votre bac et quelques années d'études ou de vie active. Les conseillers d'orientation psychologues, voilà comment on les appelait autrefois. Pas des conseillers d'éducation du tout, malgré la confusion facile. Leurs missions sont assez différentes, ça c'est sûr, et peu mises en avant. Planchons donc sur cette question. Pourquoi la disparition progressive des professionnels de l'orientation dans l'éducation nationale est-elle inquiétante? C'est sur Capsule Éducation. Un seul indispensable pour nous aujourd'hui, c'est au niveau de la ressource. Deux blogs à connaître dans le secteur de l'orientation scolaire. Le premier s'appelle La Fabrique de l'orientation. Il était présent sur Overblog depuis 2013 et désormais, si vous voulez aller en savoir plus, ce sera sur WordPress. Deuxième blog à explorer sur EducPro cette fois-ci, c'est le blog de Bernard Desclos. Allez, un poil d'histoire de l'orientation dans l'éducation nationale. Initié au début du XXe siècle et intégré dans la vie de l'établissement via la loi Astier et les cours professionnels dispensés aux élèves de moins de 18 ans. Ce début de projet d'orientation est vite suivi par les premiers conseillers d'orientation, ou conseillers de vocation, entre guillemets, des personnes qui étaient souvent bénévoles. 1928 est l'année où l'Institut national d'orientation professionnelle est créé, et c'est en 1931 que le premier diplôme de conseiller d'orientation voit le jour. D'évolution en évolution, on assiste à la création de classes d'orientation, puis de celles de centres d'orientation professionnelle, puis d'un diplôme d'État de conseiller d'orientation. On se rapproche de plus en plus de notre projet d'orientation actuel quand la réforme Berthoin, qui rend l'instruction obligatoire jusqu'à 16 ans, merci à lui, renomme également les conseillers professionnels en conseillers d'orientation scolaire et professionnelle. 1970 voit naître l'ONICEP et 1971, c'est le début des premiers CIO, les centres d'information et d'orientation. Une circulaire à destination des enseignants paraît en 1997 et renforce leur implication dans le projet d'orientation des élèves. 2016 arrive finalement avec une redéfinition des conseillers d'orientation, dont le statut de psychologue a souvent fait l'objet de débats. C'est en 2017 que le corps des psychologues de l'éducation nationale est créé. Alors que nous avions d'un côté les psychologues scolaires et de l'autre les conseillers d'orientation psychologues, cette réforme les réunit dans le même concours. Ils ont alors à choisir leur spécialisation à ce moment-là. Désormais, ils sont appelés PsyEN pour psychologues de l'éducation nationale. Entre-temps, et parce que l'orientation s'est ouverte à de nombreux supports pour être accessible au mieux à chacun, de nouvelles voies se sont créées pour diffuser, guider et accompagner. Les sites pour orienter ou guider l'étudiant incertain ne manquent pas, en coopération avec l'éducation nationale, les chargés d'orientation ou par initiative non affiliée. C'est tout un marché qui se fait sa place. ONICEP, l'étudiant et tant d'autres avec des offres qui varient. Mais outre ces nouvelles méthodes, que savons-nous des CIO et des CIDG, Centres d'information et d'orientation ou Centres d'information et de documentation jeunesse? Ces structures permettent à des professionnels dans l'orientation de recevoir et d'accompagner les personnes ayant besoin de renseignements ou étant en difficulté pour leur voie professionnelle, de leur fournir de la documentation via des fonds documentaires renouvelés en permanence. La différence majeure entre les deux méthodes, malgré l'aspect complémentaire de chacun bien sûr, c'est bien le contact direct, une possibilité de trouver des solutions au cas par cas et forcément d'affiner en fonction des réponses et des besoins, de ce qui ressort des entretiens. Une démarche personnalisée jusqu'au bout que l'on retrouve plutôt en face à face. À noter que l'orientation se découpe en services publics par ses nombreuses structures et ses personnels. Officiellement, ce service doit garantir, je cite, l'accès à une information gratuite, complète et objective sur les métiers, les formations, les certifications, les débouchés et les niveaux de rémunération, ainsi que l'accès à des services de conseil et d'accompagnement en orientation de qualité. Fin de citation. Puisque l'orientation est une priorité nationale au même titre que l'éducation. Bon, pour ça, on verra après. Ça, c'est intéressant. Quel concours et quelle mission pour les professionnels de l'orientation. Le Sésame s'obtient via le concours de recrutement des psychologues de l'éducation nationale, bien sûr. Un concours ouvert à l'externe, à l'interne et parfois via le troisième concours. Les psy-UN doivent choisir l'option éducation, développement et apprentissage, soit EDA ou EDA, je ne sais pas comment ça se prononce, moi je dirais EDA, pour s'exercer auprès des écoliers, ou l'option éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle, EDO ou EDO, moi je dirais EDO.
pour exercer soit dans les CIO, soit auprès des collégiens, des lycéens et des étudiants. Bref, celui-ci, vous l'aurez compris, c'est notre ancien conseiller d'orientation psychologue. C'est aussi celui qui va nous intéresser ici. La différence se joue en fait sur les missions et le public. S'il accompagne toujours les élèves dans leurs difficultés psychiques et dans leur bien-être psychologique, le psychologue EDA vise à faciliter l'acquisition des apprentissages des écoliers, mais il participe aussi à la prévention de décrochage scolaire ou de rupture, sous la responsabilité de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription. Le psychologue EDO, lui, accompagne les élèves dans leurs projets d'orientation tout autant que dans leurs souffrances psychologiques. Tout comme le collègue EDA, il participe aussi à la prévention du décrochage scolaire, mais cette fois, c'est sous la responsabilité du directeur du CIO dans lequel il est affecté. Concernant le temps de travail de nos collègues psychologues, ils sont à 1607 heures annuelles et 36 semaines en tout, peu importe la spécialité. Ça donne 24 heures hebdomadaires pour les psy-EN EDA et 27 heures pour leurs homologues EDO, avec, pour tous les deux, 4 heures hebdomadaires de plus consacrées à leurs autres missions, qui varient bien sûr là selon la spécialité. Les temps de présence sur établissement varient d'une à deux journées ou découpés en plusieurs demi-journées. Ça reste, comment dire, ça reste assez peu pour un réel accompagnement pensé et chouchouté. Mais ça, on s'en reparle tout de suite. Répondre à notre question du jour nécessite d'abord de connaître la problématique de l'orientation chez les élèves. Oui, encore. Parce qu'éducation et orientation sont une priorité nationale, et que nos élèves actuels ont accès à l'orientation. Mais qu'en est-il de la réalité, cette fichue réalité? Avant toute chose, ce projet d'orientation n'est pas que l'affaire des conseillers d'orientation psychologues, désormais appelés autrement bien sûr. C'est toute une communauté qui se mobilise en fait pour guider et accompagner les jeunes. Le professeur principal, bien sûr, à qui l'on donne finalement une grande mission d'accompagnement à l'orientation, qui formalise des entretiens personnalisés d'orientation et transmet les informations utiles à l'orientation, les fascicules et les publicités, les dates clés de rencontres, les forums d'orientation. Les parents, responsables légaux et éducateurs accompagnent la démarche du jeune et ont aussi un pouvoir de décision sur son orientation. Le chef d'établissement ou ses adjoints de direction siègent au conseil de classe et prennent la décision finale du passage, du redoublement ou des choix d'orientation pris par la famille et l'élève. Même si, bon, pour ce dernier cas, on sait bien que cette décision peut être contestée, bien sûr. Les psychologues de l'éducation nationale travaillent directement dans les établissements scolaires auprès de leur public, ou, comme je le disais avant, via les CIO ouverts aux jeunes comme aux adultes, qu'il s'agisse d'orientation, d'insertion ou de réorientation. Les assistants sociaux peuvent également participer à la mise en œuvre du projet d'orientation. Je nous parlerai bien de l'inspecteur de l'éducation nationale chargé de l'information et de l'orientation, du chef de service académique d'information et d'orientation, du délégué de région académique à l'information et à l'orientation, ou encore du bureau de l'orientation et de la lutte contre le décrochage scolaire, mais ces derniers sont complètement inconnus des élèves et des collègues, ou si peu connus qu'on ne va pas s'y attarder dans cet épisode. Bref, chacun a sa place dans l'accompagnement de l'élève sur son projet d'avenir, et ce n'est pas si mal en fait. Parce que trouver sa voie quand on sort juste du collège, c'est pas foulichon, ça colle les miquettes, et on s'en mord les doigts. Quels élèves de troisième ou même de seconde sont en capacité d'exprimer avec certitude leurs souhaits d'avenir, leur projet complet, de chaque parcours d'études jusqu'au métier visé? Quels élèves de terminale n'ont pas la boule au ventre parce qu'ils savent que l'échéance de la vie active ou des études supérieures arrive à grands pas? Rares sont les sereins et les certains, d'autant qu'il y a cette peur de s'être trompé de chemin, de perdre son temps. Parce qu'à cet âge-là, on pense que le temps est compté, que si l'on ne réussit pas tout de suite, on a forcément échoué. L'âge adolescent est celui où l'on se construit, celui où plein de voies s'offrent à nous sans qu'on ne sache forcément où aller, ou comment saisir ses opportunités. Ajoutez à cela le contexte social. Tous les élèves n'auront pas déterminé leur choix de métier tout de suite, donc ne sauront pas forcément quel parcours choisir. Certains seront poussés et encouragés par leurs responsables légaux, d'autres n'auront que les actions et le soutien des équipes pédagogiques et éducatives. Les possibilités ne sont pas les mêmes entre les villes et les campagnes, entre les établissements d'éducation prioritaires et les autres, entre les élèves à besoins particuliers et les autres. Chaque parcours est donc unique. C'est là qu'on voit que prévoir un réel parcours d'orientation sur long terme est important, parce qu'à l'heure où nos élèves sont pressés de choisir leurs options au lycée pour avoir leur vœu sur Parcoursup, à l'heure où ils choisissent ces options en fonction du barème plutôt que selon leurs envies et leurs capacités, on se doit collectivement de les accompagner au mieux, tout en leur rappelant qu'une orientation prend du temps, qu'ils n'arriveront peut-être pas là où ils veulent aller tout de suite, mais qu'ils peuvent y arriver quand même, parce qu'il n'y a pas d'erreur en orientation.
On est toujours susceptible de se resservir de ce qu'on a appris, même si la filière n'était pas celle qui nous correspondait au départ. Il y a les envies, les rêves, et oui, il y a aussi la réalité. Il y a le manque de place, le niveau scolaire, les échéances. Et tous n'atteindront pas leur objectif de départ, pas tout de suite en tout cas, et c'est une réelle souffrance pour eux. C'est pourquoi il faut encourager, mais sans les bercer d'illusions ou de faux espoirs. Oser être sincère avec eux, avec tact bien sûr, mais sans les conforter dans l'idée qu'ils auront ce qu'ils veulent tout de suite. Qu'a-t-on mis en place pour nos élèves? Outre les semaines de l'orientation, notre nouvel accompagnement à l'orientation se manifeste par 12 heures annuelles en classe de quatrième et 36 heures annuelles en classe de troisième. Le lycée général et technologique y consacre en moyenne 54 heures et le lycée professionnel détermine un cycle de 265 heures sur les 3 années des lycéens. Enfin, bien sûr, nous parlons en termes de théorie parce que bon, dans la pratique, oui, ouais. Tous les établissements ne sont pas nécessairement logés à la même enseigne. En temps individuel, les psychologues EDA proposent des entretiens aux élèves qui le souhaitent pour définir ou affiner ensemble les contours du projet, en passant par des simulations, des recherches de profils, et en bref, tout ce qui peut permettre de donner une correspondance la plus en accord avec le souhait de l'élève, non seulement, et aussi de ses résultats scolaires, puisque notre projet d'orientation se détermine aussi par nos résultats. Sans oublier les professeurs documentalistes qui consacrent généralement tout un volet de leur CDI à l'orientation et qui peuvent aussi accompagner l'élève dans une partie de ses recherches, en complément de l'accompagnement des professeurs principaux. Qu'en est-il de la problématique des études supérieures? Ah ouais, là vous le savez sûrement déjà, mais tant pis pour la redite. La problématique, c'est le manque de place dans les amphithéâtres et salles de classe. Certaines formations sont tellement sollicitées, sursollicitées même, qu'elles sont obligées d'accepter en masse ou de refuser en masse, sans avoir les infrastructures nécessaires pour faire tenir les étudiants dans des conditions décentes. Oui, bon, je vous vois venir. Certains se diront sûrement que les places se libéreront entre octobre et décembre, puisque les amphithéâtres mettent les décrocheurs à l'épreuve. Mais sincèrement, moi je ne peux pas me réjouir, parce que voir nos élèves devenus étudiants abandonnés et croire eux-mêmes qu'ils ont échoué, bof. Pas assez de place pour les formations demandées, pas assez d'infrastructures et de promotions créées parce que ça nécessiterait un certain budget, dirons-nous. Autant pour les étudiants que pour les personnels, les infrastructures, le matériel, autres. Vite fait, un étudiant français coûte en moyenne 11 530 euros. C'était en tout cas le chiffre de 2019. Plus précisément, c'est 10 110 euros pour un étudiant d'université, 14 270 euros pour un étudiant de STS ou BTS et 15 710 euros pour un étudiant de CPGE. Autre problème qui se rajoute à l'offre insuffisante de formation est le manque de budget, c'est l'effectif de bacheliers. Et oui, avec 100% de réussite au bac dans de nombreux lycées, peu importe la filière, évidemment que l'enseignement supérieur se retrouve bouché et en incapacité d'accueillir tous les nouveaux étudiants. D'autant qu'il doit y avoir aussi des places pour les étudiants qui souhaitent se réorienter. Mais justement, le fait d'intégrer tous ces bacheliers dans les études supérieures cache un autre problème dont on a du mal à parler ouvertement, pourtant présent tous les jours. Tant pis, vous me connaissez, je le dis quand même. Le niveau réel des élèves. Boum. Un niveau qui ne correspond en réalité pas aux attentes du bac qu'ils ont passé, mais par demande extrême de bienveillance, et parce qu'on ne peut pas faire redoubler tous les élèves qui sont en difficulté ou qui n'ont clairement pas le niveau, on les laisse passer à l'échelon supérieur en priant pour qu'ils remontent la pente et trouvent leur voie. Mais bon, tout ça, on s'en reparlera dans un autre épisode et on prendra le temps de creuser. On ne pourra pas non plus occulter la relation entre formation, diplôme et marché du travail. Un décalage parfois effrayant entre les niveaux des étudiants et ce que les entreprises demandent dans leur recrutement, dans l'émission des postes. Bien sûr, ce n'est pas une généralité, mais c'est un problème sérieux quand même, il ne faut pas fermer les yeux dessus. Ah oui, on sera obligé aussi de passer par là pour répondre à notre question. La problématique de Parcoursup. Une plateforme qui remplace le regretté APB, quoique déjà pas si fonctionnel que ça. Et pour ceux qui ont oublié ou ne le connaissent pas, APB c'est pour admission post-bac. Parcoursup donc qui ne livre pas tous ses chiffres et qui se fait bien cachotier sur sa manière d'orienter les décisions des formations quant aux étudiants qui sont acceptés. Parcoursup qui n'est pas en capacité de garantir à tous les étudiants une place dans au moins une formation, y compris si cette formation ne correspond pas aux souhaits du candidat. Parcoursup qui favoriserait davantage une certaine sélection sur de nombreuses filières, alors qu'il y a déjà des filières bien sélectives.
en sachant qu'il y a trop de candidats et qu'un choix doit finir par s'opérer, forcément. Allez, bon, je suis un peu médisante sur cette plateforme. Le Mesri a donné les résultats de l'année 2021 fin octobre. On y apprend donc que 597 000 élèves ont obtenu leur bac sur les 619 000 lycéens ayant formulé un vœu sur Parcoursup. À peu près 94% des bacheliers, toutes séries confondues, ont reçu une première proposition. Ah oui, mais bon, ça laisse quand même 6% des lycéens sans proposition. Les vœux de licence et de BTS ont d'ailleurs la cote cette année, ayant les plus forts taux d'acceptation. Plus de 100 000 chacun environ, avec bien sûr peu de surprises sur qui ira majoritairement à la fac ou qui ira en BTS. Qu'en déduire de ces manques actuels et de ceux à venir? Le Mesri a également rendu public un sondage fait en septembre 2021 par Ipsos, appelé Opinion des néo-bacheliers sur Parcoursup. On y apprend à cette occasion que sur un total d'à peu près 1000 lycéens, ou plutôt néo-bacheliers auditionnés, ce sont 16% d'entre eux qui admettent ne pas avoir eu de temps d'échange consacré à leur orientation, qu'il s'agisse des études supérieures ou de la démarche à effectuer sur Parcoursup. C'est aussi dans le même temps 24% qui dit ne pas avoir été accompagné par le professeur principal sur ce projet d'orientation. Un accompagnement à l'orientation qui ne satisfait visiblement pas tout le monde. On a déjà eu l'occasion d'aborder la masse de travail que constitue la vie de nos collègues enseignants, c'est-à-dire le temps de classe, le temps dans l'établissement et forcément tout le travail invisible qu'ils fournissent hors temps scolaire. On ne sera donc pas surpris d'apprendre que tous ne peuvent pas consacrer autant de temps à l'orientation de chacun de leurs élèves. Il faut parler orientation, mais aussi décoder Parcoursup et montrer son utilisation aux élèves. Plus les recevoir, les guider dans les doutes ou les démarches. Bref, infaisable dans de nombreux établissements. On ne leur jettera jamais la pierre pour ça, c'est une mission qui nécessite d'y consacrer des temps spécifiques. Mais justement, revenons aux psychologues spécialisés EDO. Par une stratégie dont on se doute bien qu'il s'agit principalement de faire des économies sur le dos de l'éducation, le ministère souhaite transférer une grosse partie des missions de nos collègues psychologues sur les missions des enseignants, les profs principaux plus particulièrement. D'abord la suppression du conseiller d'orientation psychologue pour le réinstaller dans le corps des psychologues de l'éducation nationale, quoique ce soit plutôt une bonne chose pour eux d'ailleurs. Ensuite, peu, voire pas de création de postes au concours depuis 30 ans. Et en plus, les postes des directeurs des CIO sont bloqués. Le nombre d'élèves pris en charge par les psychologues EDO est, semble-t-il, monstrueux lui aussi, de l'ordre de 1500 à 2000, si l'on en croit un communiqué du syndicat national des enseignants du second degré. À non sourcer, alors à prendre avec précaution quand même sur ce point. Le concours, par contre, les données sont bien présentes, alors regardons avec désespoir le nombre de postes offerts ces dernières années sur la seule spécialisation EDO, concours externe et interne réunis. 80 postes en 2021, 75 en 2020 et en 2019, 117 en 2018 et 145 en 2017. Un peu dur quand même de ne pas y voir une pénurie de postes et surtout un refus d'y consacrer un budget pourtant vital. Et en même temps, on se dit bien que pour pallier la catastrophe, ce sont des psychologues non titulaires qui sont engagés, donc des contractuels, avec des conditions de travail et des salaires moins onéreux pour le ministère. Et pourquoi c'est une mauvaise nouvelle pour l'éducation nationale? Parce qu'avec le niveau inquiétant d'une partie des bacheliers, avec le manque affolant de places et de formation dans l'enseignement supérieur, avec 6% de bacheliers n'ayant reçu aucune proposition de poursuite d'études, avec les déceptions des élèves devenus étudiants, ceux-ci se penseront mal orientés ou trompés par l'institution. Mais surtout, remonter la pente et trouver leur voie professionnelle sera bien plus dur. Ils auront cette impression constante d'avoir échoué ou perdu leur temps. Et malgré tout, les postes sont supprimés. Pas de recrutement en plus envisagé, les CIO qui permettent non seulement aux jeunes de trouver une solution hors temps scolaire, mais aussi aux adultes de repenser leur réorientation ou leur insertion professionnelle, ces espaces-là sont amenés à fermer parce que le gouvernement souhaite redéployer toutes les missions, ou une grosse majorité de ces missions en tout cas, sur les établissements scolaires directement, à l'occasion notamment d'un projet de loi de 2018 sur la liberté de choix de l'avenir professionnel, un projet qui annonçait la fermeture des centres d'information et d'orientation. Voilà pourquoi la disparition progressive de toute une branche de la communauté éducative, parce que oui, les professionnels d'orientation en font bien partie, est de loin une très mauvaise nouvelle pour l'éducation nationale, élèves comme personnel et parents d'ailleurs. Dans un système d'orientation qui se base sur les résultats scolaires pour orienter les niveaux à examen vers leur spécialisation, il apparaît comme urgent de revoir la stratégie de ce projet d'orientation,
d'y consacrer de vrais temps avec des professionnels, dans des échanges dédiés, et de penser à réactualiser la vision de l'emploi, parce qu'aujourd'hui, les désillusions sont partout pour les étudiants en recherche. Est-ce que juste quelques heures dans le mois suffiraient à inverser la tendance? Pas sûr, à moins de changer le système éducatif français dans son ensemble, pour coller aux nouvelles réalités du terrain. Je me rappelle avoir rencontré celui qui s'appelait encore un conseiller d'orientation psychologue en troisième. C'est grâce à cet échange que j'ai réussi à trouver un début de voie, au moins pour le lycée. Quelque chose qui me plaisait plutôt bien, même si je devais y consacrer 1h30 de bus, chaque matin et chaque soir. Au lycée, je me suis tournée vers ces rendez-vous dès la première, parce que je me sentais incertaine, je ne voyais rien pour l'avenir, et même mes profs principaux avaient du mal à me soutenir tellement mon cas ne relevait plus de leurs compétences. Enfin, me voilà à la fac, là où je ne pouvais absolument pas m'épanouir. Et c'est là que j'ai pu vraiment penser mon parcours d'orientation. Parce que justement, ma fac avait un dispositif spécifique, un parcours intensif qui visait à raccrocher les étudiants en détresse et les aider à se réorienter. Est-ce que j'ai trouvé ma voie grâce à ce dispositif? Ah non, faut pas trop rêver. J'étais encore trop chaotique pour me remettre sur le droit chemin. Mais ce sont ces quelques mois passés à bûcher réellement qui m'ont permis de faire mon premier stage dans un lycée. Et donc, quelque part, c'est un peu ce qui m'a ouvert la voie à l'éducation. Alors voilà, je faisais partie des élèves qui avaient un grand besoin de bénéficier d'un parcours individualisé, de rendez-vous avec des professionnels d'orientation pour assurer mes inquiétudes et me faire prendre conscience de mes aspirations, de ce que je pouvais faire. Alors voir ce corps de métier disparaître me fait craindre pour mes propres élèves, parce que je sais que certains sont dans le même besoin, et est-ce que moi toute seule je peux les guider? Je peux tenter, oui, mais je n'ai ni les compétences de mes collègues d'orientation, ni le temps nécessaire pour accompagner réellement mes élèves, pour faire cette démarche individualisée. C'est une démarche d'orientation, donc elle doit se faire sur long terme, dans des temps dédiés, en prenant en compte la réalité du contexte hors scolaire aussi. Les professionnels d'orientation ne manquent pas de volonté et sont amenés à gérer des désillusions, des rêves perdus et des situations parfois dramatiques. Mais dans le même temps, on les ignore ou on les disperse pour accélérer leur disparition, en oubliant qu'ils sont pourtant des acteurs essentiels de la communauté éducative. Et dans tous ces chiffres affolants sur l'entrée de nos élèves dans les études supérieures, dans leur accessibilité à la vie active, je m'interroge sur un point. Comment redéfinir le projet d'orientation dans un contexte de décrochage scolaire qui se généralise? Allez, mercredi prochain sur Capsule Éducation, même horaire, même endroit. Aller vers l'avenir, c'est aussi être actif dans sa formation. Alors c'est le moment de frapper à la porte des délégués de classe. Portez-vous bien et ne baissez pas les bras.